Et on va se partager un petit peu les tendances qu'on a pu noter. Il y avait énormément de choses, ça a été dit juste avant. Du coup, on a essayé d'en retenir 8. En tout cas, on a vu quand même vraiment ressortir 8 grandes tendances. La smart home, la smart car, l'interopérabilité, la santé connectée, tout ce qui est réalité augmentée et virtuelle, l'ère des drones et des robots, le 3D printing et smart city. Donc, on va essayer de faire ça en 30 minutes et de partager un maximum de choses avec vous, sachant que, là encore, je le répète, tout sera téléchargeable à partir de lundi pour tout le monde et pour le moment à partir de demain. Donc, la maison connectée, c'est vrai que il y avait énormément de choses sur beaucoup de stands. C'est là où effectivement on a vu tout le monde sortir un petit peu son système domotique. Donc c'est un peu le retour de la domotique 2.0. Si ce n'est qu'effectivement avec Internet, l'idée c'est de pouvoir interagir avec son téléphone et pouvoir piloter entièrement sa maison. Donc beaucoup de systèmes plus ou moins ouverts, plus ou moins propriétaires. Tout le monde a un peu son hub numérique qui permet de connecter ces différents appareils et de les faire interagir entre eux. On a vu Bosch, on a vu Panasonic, on a vu Samsung qui avait vraiment des stands assez énormes avec un grand nombre d'exemples. Ça va de la partie alarme et surveillance en passant par la machine à la café connectée qui vous fait le café à la bonne heure quand vous allez vous réveiller le matin. Vous pouvez même faire une café playlist si vous avez 8 cafés différents à générer. Alors, il y a un moment, c'est très sympa. Des fois, ça va un peu loin. On se dit qu'on va passer 3 heures le dimanche à programmer toute sa maison avec tous les objets qui vont se parler. Mais bon, en tout cas, clairement, là, l'idée, c'était depuis des produits connectés à des produits qui permettent de connecter des produits qui ne le sont pas. Je m'explique. Par exemple, pouvoir piloter une prise électrique. J'ai une lampe, elle n'est pas connectée, je la mets sur une prise connectée. Du coup, je peux la piloter, l'allumer, l'éteindre depuis mon mobile. C'était un petit peu aussi la logique. Vous connaissez Mother. Voilà, c'est de pouvoir mettre des capteurs sur des produits qui ne sont pas connectés et d'un seul coup pouvoir traquer l'ouverture d'une porte. Donc voilà, donc c'est soit j'achète le produit déjà connecté, je remplace tout ce qu'il y a dans ma maison, soit je trouve des outils pour pouvoir piloter ce qui ne l'est pas. Donc effectivement, pas mal de prises plus ou moins intelligentes et connectées, connectables. Pas mal aussi de produits multifonctions. Donc, par exemple, au lieu d'avoir une ampoule, je remplace mon ampoule par une ampoule qui fait relais Wi-Fi, ou par une ampoule qui fait caméra, ou par une ampoule qui fait enceinte. Donc c'est des fois aussi utiliser les prises ou l'infrastructure existante. Plutôt que de recréer un fil avec une prise spéciale, je vais me mettre ma caméra connectée directement sur un culot d'ampoule et ça va simplifier un tout petit peu l'installation. Voilà l'exemple avec un Mario qui se visse effectivement sur caméra de surveillance sur un culot d'ampoule. Parrot, eux ils nous proposent même, donc ça y est là ils vont vraiment le sortir, ils l'avaient déjà présenté l'année dernière, qui était leur pot de plantes connectées, donc qui permet d'arroser à la bonne vitesse quand vous êtes en vacances ou ailleurs. Voilà, ils l'avaient montré l'année dernière, là ils annoncent qu'effectivement il va sortir, ils ont été un peu pris par toutes leurs autres innovations autour des drones. Plein de systèmes divers et variés. Alors, on voit des fois certaines marques qui sont qu'aux États-Unis. Bosch, à l'inverse, il disait ça va être d'abord en Europe et puis ça arrivera aux US après. Donc, voilà, ça dépend un tout petit peu d'où sont les gens. Phénotech, là, c'était carrément vous mettez ça sur votre porte et puis ça va, c'est un interphone. En gros, ça va vous permettre à distance, quand quelqu'un sonne chez vous, de savoir qui est devant votre porte. Vous lui ouvrez pas, vous lui répondez ou pas. Et ça, on va dire des interphones connectés, il y en avait pléthore. Je sais pas combien il y avait de marques à proposer des choses. Netatmo d'ailleurs, qui avait déjà la station météo connectée, le thermostat connecté, a sorti une nouvelle lampe de télésurveillance. Donc c'est à la fois une caméra qui est capable de reconnaître si c'est une voiture, si c'est un individu ou si c'est un oiseau par exemple, de vous alerter sur votre téléphone et de vous montrer ce qui se passe devant chez vous. Alors ils n'en sont pas encore à pouvoir reconnaître qui. Ça serait encore mieux, parce que du coup j'ouvre ou j'ouvre pas la porte, et puis effectivement la lampe se déclenche, mais on voit que ça progresse un petit peu à chaque fois. Alors maintenant on a même la caméra de frigo à connecter, donc si vous êtes au supermarché et que vous savez plus ce qu'il y a dans votre frigo, c'est génial, vous vous connectez sur votre téléphone à la caméra connectée de frigo et vous pouvez vérifier si vous avez assez de moutarde ou s'il faut racheter du lait. Donc je sais pas si voilà ça va marcher, mais bon ça existe. Vous pouvez aussi connecter vos animaux.
Donc là, c'est un petit nœud papillon de tracking que vous mettez sur votre chien ou votre chat pour pouvoir savoir où il est. Et puis d'ailleurs, si vous avez d'autres amis, ou si votre chien a d'autres amis, vous pouvez voir qu'ils sont au parc en même temps que vous et tout, c'est génial. Donc bon, pourquoi pas. Il y avait aussi la caméra pour chien pour savoir ce qu'il a fait pendant la journée. Kitio, alors eux, ils vont encore plus loin. C'est vous n'êtes pas à la maison. C'est pas grave. Vous avez ce petit appareil. Vous pouvez vous connecter avec la caméra et vous pouvez piloter un laser pour jouer avec votre chat à distance et lui ouvrir une trappe à croquettes pour le remercier d'avoir joué avec vous. Donc bon, pourquoi pas. Là encore un produit qui a été lancé en crowdfunding qui cartonne. Beaucoup de startups qui étaient là finalement avaient déjà lancé un proto ou une première levée de fonds en crowdfunding et venaient un petit peu maintenant chercher la deuxième étape de leur lancement. Beaucoup aussi de porte-clés connectés. Donc en gros des petits capteurs. Il y avait Tracker aussi que vous pouvez mettre dans votre portefeuille. Tracker a mis une version dans les sacs à main avec certaines grandes marques pour du coup pouvoir localiser effectivement votre trousseau de clés ou votre sac à main ou votre portefeuille ou votre vélo. Donc certains en Wi-Fi, d'autres en Bluetooth. Tracker qui utilise le Bluetooth. Ce qui est intéressant, le Bluetooth porte pas très loin. Tous les autres personnes qui ont une app, du coup, peuvent traquer aussi votre tracker quand il est perdu. Et donc, du coup, même si ça porte pas loin, avec tous les autres utilisateurs, ça permet de couvrir un grand territoire. Une problématique quand même sur la sécurisation. C'est vrai que quand on parle d'objets connectés, il y a une vraie problématique. C'est demain se faire hacker son compte Gmail ou Facebook, c'est désagréable. Demain se faire rebooter sa maison, allumer le bain à distance, ça va être beaucoup moins drôle. Donc là aussi, de plus en plus de solutions pour en fait anonymiser, sécuriser. Donc là, par exemple, eBlocker, c'est quand vous allez surfer sur Internet, ça bloque tous les cookies. Vous n'allez plus rien donner à nos amis du marketing. Il y en a d'autres, ça va être pour vraiment sécuriser, fiabiliser le pilotage des objets. Beaucoup aussi de nouveaux modes d'interaction dans l'interface. Donc là, il y a eu beaucoup de choses sur la commande à la voix. Donc c'est un peu Siri pour les objets connectés. Donc Eevee, voilà, vous allez avoir une petite enceinte, vous allez pouvoir lui parler. Ceux qui ont fait un énorme carton, c'est Amazon et Echo, qu'on appelle aussi Alexa, puisque quand on parle à l'enceinte connectée, elle s'appelle Alexa. Et donc, on pouvait déjà passer ses commandes en ligne sur Amazon avec Amazon Echo, mais en fait, il y a plus d'une vingtaine de sociétés qui se sont interfacées avec Alexa. Alexa devient un petit peu l'API commande vocale pour d'autres systèmes. Donc maintenant, vous allez pouvoir commander votre Nest, votre thermostat connecté, en parlant à votre enceinte. Vous allez pouvoir parler à votre voiture Ford ou General Motors avec votre enceinte. Donc voilà, ils sont en train de devenir un peu une interface universelle. L'intérêt pour eux, c'est aussi de se dire plus on va être utilisable, plus on sera dans des maisons et plus les gens pourront au passage passer une commande sur Amazon pour acheter quelque chose. Voilà, Bixi, eux, c'est un petit capteur. Donc là, il n'y a pas besoin de toucher, on passe au-dessus et on peut déclencher. C'est un bouton qui détecte le mouvement. On peut le programmer et du coup, on peut dire quand je passe au-dessus de ce bouton, démarre ma musique. Ou là, il y avait un exemple, vous le mettez sur votre vélo. Si vous voulez démarrer votre GoPro, parce que c'est pas très pratique d'aller appuyer sur le petit bouton quand vous êtes en train de faire du VTT. Voilà, donc plein de petits boutons programmables. Ça, c'est une télécommande programmable qui a fait un bon carton. Start-up française. Donc l'idée c'est vous pointez vers un appareil, la télécommande recommande l'appareil et donc l'interface s'adapte en fonction de l'appareil que vous pointez. Si c'est une chaîne audio, vous allez avoir le son. Si c'est la télé, vous allez avoir le bouton des chaînes. Donc c'est une télécommande intelligente qui sait repérer vers quoi vous pointez. Et du coup l'idée c'est à terme d'avoir une seule télécommande assez simple qui s'adapte à ce que vous voulez faire. Invoxia Tribi qui était déjà présente en tant que start-up l'année dernière, qui a fait un deal avec Amazon. Donc ça c'est la radio connecté que vous mettez sur le frigo, mais qui fait aussi appareil téléphonique. Vous avez 4 boutons pour appeler, donc pour les enfants par exemple, appeler papa, maman de manière assez simple. Vous avez une petite app où vous pouvez écrire une petite note. Donc là, ça remplace un peu la note sur le frigo. Appareil assez polyvalent qui a plutôt fait un très bon carton. Amazon Dash, donc les boutons connectés d'Amazon pour recommander par exemple de la lessive, intégrés directement par exemple dans le lave-linge Whirlpool. Donc vous êtes à court de lessive, vous allez pouvoir passer un message pour que ça soit ajouté à votre commande Amazon directement. Là, une autre start-up française, décidément, Hydrao, eux, c'est de pouvoir grâce à une app connectée à votre douche,
pouvoir mettre une lumière qui varie en fonction de votre consommation. Donc vous dites par exemple au bout de 10 minutes ça s'allume en bleu, au bout de 15 minutes en vert, au bout de 20 minutes en rouge, et donc c'est pour aider les gens à savoir effectivement combien ils consomment et les alerter. Et là ce qui est intéressant, c'est une douche, c'est compliqué de mettre de l'électricité dedans, donc en fait c'est une petite moulinette à l'intérieur qui génère l'électricité, donc c'est on va dire assez écologique. Et puis la Poste qui a fait beaucoup parler d'elle avec ce bouton connecté que vous mettez dans votre boîte aux lettres, vous appuyez dessus et en fait ça veut dire au facteur qu'il y a un colis qui l'attend dans votre boîte aux lettres, lui va le récupérer et va s'occuper de l'envoyer pour vous. Vous n'avez plus besoin d'aller à la poste. En fait, votre boîte aux lettres devient une poste. Donc ça marche dans les deux sens. On peut recevoir et envoyer du courrier. Donc c'est super simple, mais en même temps super smart, a priori, au niveau de... Voilà. Et puis ça, c'est un tatou électronique qui permet là aussi de vous rendre connecté et de pouvoir interagir avec des objets. Donc on sera peut-être le dernier élément de la maison connectée. Donc on a vu la maison connectée. À côté, la deuxième grosse tendance, c'était effectivement la voiture connectée. Beaucoup de présence de beaucoup de constructeurs, sauf les Français. Les Allemands étaient là en force, hein. Audi, Mercedes, Volkswagen, les Américains aussi. Effectivement, on n'a pas vu du tout de constructeurs français. Donc on voit bien, on passe de la voiture à la voiture connectée. Donc là, cette année, c'était plutôt avoir juste une connexion Internet, avoir aussi des processeurs pour afficher pas mal d'écrans en termes de graphisme et de vidéo. On va avoir des voitures semi-intelligentes. Et puis l'idée, c'est d'aller vers la voiture autonome qui pilote toute seule. À part Google, on n'y a encore pas vraiment. Dans les annonces intéressantes, AT&T qui annonce qu'il y aura une connexion 4G dans tous les nouveaux modèles de Ford. Donc il y a un moment pour qu'elle soit connectée, faut bien un opérateur, il faut bien une carte SIM à l'intérieur. Donc ça c'est, on va dire, une vraie volonté de tout le monde. GM qui a annoncé qu'il mettait 500 millions de dollars dans Lyft, le concurrent d'Uber, juste au début du CES. Donc on voit aussi qu'on passe un peu de constructeur automobile à acteur de mobilité, dans lequel il y a de la vente de voitures, pourquoi pas de la location, pourquoi pas du covoiturage ou du VTC. Plein de petits outils pour améliorer votre conduite. Donc là, un détecteur de radar, ça marche toujours. Volvo et Microsoft avec un bracelet pour pouvoir démarrer votre voiture à distance, la faire préchauffer ou autre. Vous ne faites pas voler votre bracelet. Ford, effectivement, qui a fait un deal avec Amazon et Alexa, dont on a parlé juste avant, pour que votre voiture puisse... que depuis votre maison, vous puissiez, là encore, démarrer votre voiture, la préchauffer ou autre, et par la commande vocale. Il faut savoir qu'Amazon Echo est capable de valider votre voix et donc de valider un achat juste avec le timbre de votre voix. Donc c'est plus one click, c'est one word pour pouvoir commander. Volkswagen qui a fait un grand keynote pour présenter deux nouvelles voitures, la e-Golf, voiture électrique, et surtout la Boot E qui est en fait le soi-disant nouvelle version du combi Volkswagen. Bon, ça ressemble pas beaucoup, mais effectivement, dedans, vous voyez un petit peu la planche de bord, énormément d'écrans et surtout une interconnexion avec la maison directement. Donc pouvoir ouvrir son portail quand on arrive, et avec aussi une petite option un peu marrante, un deuxième coffre sous le coffre dans lequel en fait les livreurs peuvent déposer un colis. Donc eux, ils imaginent que la voiture de demain, ça sera peut-être un lieu de livraison. On pourra vous livrer directement dans votre voiture plutôt que de vous livrer au bureau. Ford et Toyota qui ont sorti un OS pour la voiture qui serait alternatif à CarPlay d'Apple ou Android Auto, donc pour gérer toute la partie multimédia et se mettre d'accord en termes de standards entre marques concurrentes pour demain proposer un bon media center. C'est clair que l'année dernière, on avait été assez choqués. Il y avait encore beaucoup d'interfaces de voiture très old school, très GPS à l'ancienne. Là, cette année, c'était vraiment le festival des tableaux de bord. Donc, tout le tableau de bord devient un écran. Généralement, il y a un deuxième écran à côté, un peu comme dans les Tesla. Et donc, tout est digital. Donc, en gros, l'écran, je veux mettre Google Maps, les compteurs vont s'écarter, Google Maps va apparaître directement au milieu. Et donc, pour pouvoir faire ça, il y avait Nvidia et Qualcomm, donc deux fabricants de processeurs. Il y avait aussi Intel et on voyait bien qu'eux étaient ravis. Les ordinateurs se cassent un peu la gueule. Par contre, ils vont vendre plein de processeurs pour faire tourner tous ces écrans dans les voitures, puisque ça va utiliser beaucoup de capacités graphiques. Il faut que ça soit très réactif. On ne va pas avoir le compteur qui reboot ou qui lag. Effectivement, là, on le voit, des écrans à côté. Donc là, par exemple, c'est de la reconnaissance faciale pour ouvrir votre parce que c'est bien vous, pour ouvrir votre maison.
des jeux sur les écrans derrière pour vos enfants, enfin beaucoup de choses. Et puis avec toute cette logique de partage de data, pourquoi pas avec les assurances, cette idée un peu pay how you drive. Donc demain, est-ce que vous êtes prêt à partager vos données de conduite pour avoir des assurances moins chères, regardez-vous si vous avez des accidents. Et puis Faraday qui a fait beaucoup parler d'elle, donc nouvelle voiture électrique, donc qui vient carrément attaquer un petit peu Tesla. Donc là c'était un concept car, mais en fait c'est une plateforme qui est assez polyvalente et eux pensent qu'ils peuvent reconstruire des différentes voitures en quelques mois en utilisant la même plateforme, donc ils font eux-mêmes leur propre moteur électrique. Et effectivement, la voiture était assez bluffante, c'était un peu en mode Batman. Ils ont pas mal de moyens, ils sont en train d'accélérer assez fort à côté de Las Vegas. Et Xeek essaie de sortir une sorte d'OS multimarque open qui permettrait à tous les acteurs, que ce soit les constructeurs, la partie sécurité, la partie assurance, de pouvoir exploiter et de s'interfacer sur la data de la voiture. Donc là aussi, dans la partie start-up française qui a fait pas mal réagir. Donc on l'a vu, la maison connectée, la voiture connectée, et finalement à travers tout ce qu'on a pu voir, un des vrais sujets qui est remonté, c'est l'interopérabilité. C'est de se dire si je dois avoir une interface pour chaque produit, si ma lampe Philips ne parle pas avec mon interrupteur Legrand, ne parle pas avec ma voiture, en soi, l'usage va être finalement assez limité. Par contre, si je peux imaginer des scénarios d'objets connectés où, par exemple, ma station d'état-de-mot me dit demain il va faire chaud, donc je dis au thermostat Nest de baisser le chauffage et je dis au volet Somfy de se déployer parce que effectivement ça va isoler ma maison. On voit que voilà, là l'usage va devenir très intéressant. Mais pour ça, ça veut dire que les marques vont devoir se parler entre elles, que les objets vont devoir se connecter entre eux. On voit que en termes d'investissement dans les objets connectés, Intel et Qualcomm, donc les vendeurs de processeurs, ont beaucoup investi, ils y croient énormément. Et donc derrière, on voit qu'il y a tout un boulot de pouvoir permettre la communication entre objets. Par exemple, Flick, qui est un bouton connecté, c'est un bouton que vous pouvez programmer pour s'interfacer avec n'importe quoi. Par exemple, vous dites, si j'appuie une fois dessus, allume mon téléviseur ou allume ma playlist. Si j'appuie 2 fois dessus, vous pouvez le programmer de la façon dont vous voulez. Et entre autres, vous pouvez utiliser IFTTT, If This Then That, qui est un des protocoles d'interopérabilité. Si on regarde un tout petit peu, le bilan du CES, c'est qu'il y a 5 grandes alliances. Allsyn, Zigbee, Z-Wave, Open Interconnect et Thread. Et puis 2 challengers, IFTTT et DocaPost, qui va parler juste après, qui veut aussi devenir un hub d'interopérabilité numérique en France, mais pas que. Et donc là, c'est intéressant puisque évidemment, chacun essaie d'avoir le plus grand nombre d'entreprises. Certaines entreprises, d'ailleurs, sont dans 2 alliances. Donc Allsyn, entre autres, on va retrouver LG et Philips. Voilà, LG qui avait énormément de choses à présenter aussi sur son stand. Zigbee qui va avoir Samsung et Legrand, mais aussi LG, donc qui est quand même aussi dans cette alliance-là. Et d'ailleurs, Samsung qui avait énormément de choses à présenter en termes d'interconnexion, Z-Wave qui a aussi tout un set d'entreprises, et puis Thread qui est un peu l'alliance Google de la Smart Home. Donc il ne faut pas forcément les voir complètement comme des concurrents. Souvent, il y a des interconnexions. Par exemple, mon hub Samsung peut s'interconnecter avec des produits de Allsyn Alliance, mais il va falloir avoir des traducteurs ou des connecteurs entre tout ça. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de standard. Hein. L'idée, c'est choisir le bon standard et demain faciliter les choses aux gens. Pour le moment, un des challengers qui est assez intéressant et qui marche déjà bien, c'est If This Then That, IFTTT. Et aujourd'hui, c'est assez marrant parce qu'il se connecte aussi bien avec des objets connectés qu'avec des plateformes. Donc, vous pouvez interfacer votre lampe Philips avec Instagram ou avec la météo. Donc si gèle demain, votre lampe Philips s'allume en bleu et vous allez prendre une photo de dehors sur Instagram. Enfin, on peut faire des trucs assez rigolos et surtout on peut partager ces recettes ou voir ce que les gens ont créé comme recettes. Donc ça peut vous donner des idées. On voit aussi pour les gens qui ont envie de se lancer dans l'objet connecté, vous avez des produits qui ne le sont peut-être pas forcément, finalement des petits appareils qui encapsulent déjà tout un tas de capteurs, donc ils vont vous gagner du temps pour développer votre propre objet connecté. Donc par exemple dans Matrix, vous allez avoir une caméra, un accéléromètre, enfin tout un tas de capteurs, et à la limite vous allez pouvoir vous plugger dessus et utiliser
toutes les fonctionnalités qui sont déjà disponibles pour développer votre prototype. Fluent.ai, là c'est un concurrent d'Alexa, c'est une API de commande à la voix que vous allez pouvoir utiliser pour mettre à disposition pour piloter votre objet connecté. Airboard, là aussi on voit plein de petites choses hardware qui peuvent se plugger. Donc par exemple j'ai une machine à laver, je mets ce petit processeur dessus et ma machine va devenir connectée, soit via du Bluetooth ou du Wi-Fi, et du coup elle va pouvoir m'alerter par exemple pour de la maintenance ou pour des choses comme ça. Donc des fois c'est pas de remplacer tous ces objets, c'est de les rendre connectables avec des petits patchs, et si c'est pas connectable, ça peut être aussi augmentable avec des accessoires. On voit effectivement au niveau du smartphone, j'ai plein de petits accessoires, par exemple Bevel qui est un scanner 3D que je vais pouvoir plugger sur mon iPhone et qui va transformer mon iPhone en scanner 3D. On le voit aussi avec Breathometer, je vais pouvoir transformer mon smartphone en alcotest. Donc là aussi, si le software ne permet pas de régler quelque chose, à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter un accessoire qui doit être compatible avec mon appareil connecté pour augmenter ses fonctionnalités. Je vais te laisser la parole sur la santé connectée. C'est toi le plus sportif. Merci. Bonjour à tous. Alors déjà, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller au CES, je vous le conseille. Moi, j'ai un peu vécu ça comme un Disneyland pour geeks. C'était très sympa. Alors, globalement, sur la santé, on a 4 mots d'ordre: prévention, surveillance, confort et contrôle. On en parlait tout à l'heure, il y a pas mal de Français notamment qui étaient présents. Je pense à Weezings, qui a présenté une sorte de nouveau thermomètre qui est intéressant, dont on parlera juste après. Alors, il y avait forcément beaucoup de bracelets connectés. Alors, des bracelets connectés, peut-être que vous en avez déjà eu beaucoup. Moi, je pense que je suis à mon 7e ou à mon 8e. Il faut savoir que la durée de vie d'un bracelet connecté, en moyenne, c'est 6 mois. Donc, forcément, il y a un gros marché. Il y a beaucoup de gens qui essaient de nous en vendre. On trouve vraiment de tout. Ça va du bijou connecté à des gens qui essaient vraiment de faire des choses très poussées. On a vu pas mal de Chinois aussi sur les stands qui, eux, faisaient des bracelets qui étaient vraiment pas chers, avec différentes choses qu'on pouvait traquer. Une partie qui est intéressante, en fait, là, c'est un Français qui s'appelle MP. C'est comment est-ce que on arrive à transformer l'énergie de notre mouvement en batterie. Et concrètement, ça, c'est quelque chose que vous pluguez sur vous, vous marchez, et à peu près en quelques heures de marche, vous avez réussi à récupérer 5 ou 6 heures de batterie sur votre téléphone. Ce qui est intéressant à un moment où on a tous 1000 objets connectés et qu'on essaie de recharger constamment. Beaucoup de balances connectées. Alors, Weezings, j'en parlais tout à l'heure, avait déjà des balances précédemment. Là, c'est une balance qui est un peu plus simple. Concrètement, ça vous montre un petit smiley heureux ou malheureux si jamais vous avez pris du poids ou si vous êtes plutôt en bonne forme, donc avec cardio. Un autre exemple, là, on est plutôt sur de la chaussure connectée. Donc, en fait, on a parlé beaucoup de semelles connectées et également de chaussures connectées. Donc, c'est là aussi comment est-ce qu'on arrive à traquer les performances lors des sessions de sport. Quelque chose qui ressemble un petit peu plus à du téléshopping. Alors ça, je ne l'ai pas testé, mais concrètement, l'idée, c'est un casque pour réussir à favoriser la repousse des cheveux. Donc on est presque un peu dans le bizarre là, au niveau du CES. On a notamment d'ailleurs fait une compilation des choses un peu étranges qu'on avait croisées, et ça en faisait vraiment partie. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est une bande que vous mettez sur le long de votre lit et qui en fait va traquer notamment la qualité de votre sommeil. On avait vu des choses aussi qui étaient plutôt liées au ronflement, donc une sorte de matelas connecté qui en fait va écouter un peu vos ronflements et en fonction de ça va vous faire bouger et du coup vous retournez si jamais vous ronflez un petit peu trop. Il y a des choses aussi qui se professionnalisent. Donc là, nous, après, on a des trackers connectés tous les jours. C'est-à-dire que vous allez faire votre run, vous allez faire votre marche et vous allez traquer un peu ce qui se fait. Là, on est vraiment plutôt sur un coach assez poussé qui va en fait vous donner presque des ordres à la voix et va vous coacher de façon très poussée. Donc ça s'appelle Gymwatch. L'alimentation aussi, donc on a eu pas mal de choses sur... alors là, typiquement, c'est un petit dispositif qui permet de calculer exactement la qualité de votre nourriture, ce qu'il y a à l'intérieur. On a aussi vu des Français qui proposaient des sortes de petites tablettes qui permettaient de voir le nombre de calories, voir si, par exemple, on est intolérant au lactose ou des choses comme ça, pour voir assez facilement ce qu'il peut y avoir dans les aliments. Autre exemple aussi, alors c'est un peu dans la même idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à voir si on est allergique à quelque chose qui est préparé et qu'on va déguster. L'an dernier, il y a beaucoup de choses autour des bébés, donc là aussi pareil, c'est
plein de façons de connecter des biberons ou des choses comme ça. Et en fait, on a aussi des choses qui sont autour de l'enfant connecté, entre guillemets. Là, c'est une brosse à dents qui, en fait, gamifie le fait de se brosser les dents. Donc, il y a des applications autour des lapins crétins, des choses comme ça. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre plus sympathique un moment qui n'est pas forcément très rigolo pour les enfants. Le thermomètre Withings. Alors le thermomètre Withings, il fait à peu près 4000 mesures en 2 ou 3 secondes, si je me souviens bien, grâce à 16 capteurs infrarouges. Donc il y a eu énormément de retombées presse par rapport à ça. Ils avaient un stand qui était assez conséquent et c'est assez bluffant. On voit que Withings va quand même très très loin. Ils avaient déjà fait les tensiomètres connectés, ils ont fait déjà beaucoup de choses connectées. Et c'est aussi intéressant de voir que la France est très en avance sur ce point. Ça, c'est une autre partie, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à connecter des objets. Donc là, on est sur une cuillère connectée. On a vu aussi des choses, par exemple, sur des gens qui sont atteints de Parkinson. Donc c'est par exemple, ça va être une fourchette qui en fait va réduire le nombre de tremblements d'une personne qui a la main qui tremble à cause de Parkinson et du coup va lui permettre de vivre normalement. Donc comment est-ce que la technologie aide les personnes âgées, notamment les personnes atteintes de maladies, à vivre mieux. Là, donc une bouteille connectée aussi, hein, comment est-ce qu'on arrive à rester hydraté tout le temps. Et là, pareil aussi, sur la même idée, comment est-ce qu'on arrive à avoir une gourde intelligente pour toute la journée suivre ce qu'on fait. Et il y avait notamment ce verre-là qui, en fait, lui, est destiné aux personnes âgées. Donc, en fait, c'est notamment pour les personnes qui peuvent être atteintes de démence, par exemple, c'est comment est-ce qu'on est sûr qu'elles ont bien bu leur quota d'eau, comment est-ce qu'on est sûr qu'elles n'ont pas vidé le verre et tout ça. Et ça, c'est une start-up française qui est accompagnée par La Poste. D'ailleurs, on a fait une vidéo, une interview notamment, vous pouvez le retrouver sur le site du Hub. Autre exemple aussi avec Independent TV, donc ça en fait c'est des gens qui se sont dit, les personnes âgées sont amenées beaucoup à regarder la télévision, comment est-ce qu'on fait pour que cet écran de télévision devienne un écran pour interagir plutôt que juste un écran qui reçoit des informations. Et là du coup il y a une sorte d'OS un peu simple qui permet de se connecter via Skype, via des messages avec sa famille. Une startup qu'on aime beaucoup, donc ça s'appelle iPoly. Concrètement, c'est une sorte de réalité augmentée. Vous avez votre application, vous fixez comme ça un objet, et en fait, l'objet va reconnaître, par exemple, là, c'est des écouteurs Apple, et en fait, va le dire à l'oral. Donc, là, c'est concrètement pour des personnes qui sont aveugles et qui vont avoir leur vie augmentée et améliorée grâce à la technologie. Autre exemple, donc là c'est un réveil pour les senteurs, donc ça c'est aussi des Français. La partie odeur n'a pas encore été forcément très utilisée. J'ai lu pas mal de choses autour d'Internet, notamment comment est-ce qu'on arrive à augmenter bientôt Internet et à faire en sorte qu'on augmente l'immersion grâce aux odeurs. Donc ça c'est encore un gros terrain à creuser. Et donc Be Well Connect, ça c'est aussi des Français qui présentent tout un ensemble d'applications, tout un ensemble de produits en termes de santé connectée. Donc là, on est déjà un peu plus pro. Et ça, c'est aussi un peu plus cher que ce qu'on a vu précédemment. On devient presque sur du matériel professionnel, là. Et bien sûr, là on en parlait tout à l'heure pour les voitures, mais bien sûr sur la santé, il y a un vrai intérêt pour les assurances à commencer à s'intéresser à ça. Il y a notamment aux États-Unis des grandes entreprises qui ont offert des milliers de bracelets connectés, notamment Fitbit, à leurs employés, pour faire en sorte de suivre la bonne forme entre guillemets de tous les employés. Donc c'est des choses qui d'un côté doivent être suivies, je pense, par nous tous, et en même temps il faut aussi regarder en termes de sécurité, parce que forcément les données personnelles sont à observer. Une partie sur réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, ce qu'on voit globalement dans les trends, c'est que, alors, il y a beaucoup de gens qui se demandent si 2016 va être l'année de la réalité virtuelle, d'autres qui disent qu'on est un peu, on va dire, pour la réalité virtuelle sur ce qu'on était sur Internet à peu près en 2002-2003, c'est-à-dire qu'on est encore au début. Après, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, il y a beaucoup de devices qui sont en train de se développer et surtout, c'est de moins en moins cher. On a parlé tout à l'heure de l'Oculus Rift, là, ils viennent de sortir en précommande et l'Oculus Rift, même s'il reste un peu cher, il est à quasiment 700 €, commence à devenir, on va dire, ouvert au grand public. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites, donc je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais par exemple en haut, c'est ce qu'on appelle le VirtuX Omni, donc là c'est vraiment du gaming, c'est-à-dire qu'en plus du casque, vous avez aussi une sorte de pistolet virtuel, et vous avez aussi en fait une sorte de petit tapis sur lequel vous pouvez courir sur place pour pouvoir faire avancer votre personnage. Le Samsung Gear, qui en fait est basé sur la technologie Oculus, et qui lui a l'intérêt en fait on met juste un téléphone à l'intérieur, et du coup il est moins cher que l'Oculus, et pas mal de casques qui sont développés.
Donc l'Oculus VR, on l'a testé. Là, il est en version très très poussée. C'est plutôt bluffant. Donc là, on est vraiment pour l'instant sur du gaming. Et en fait, les questions qu'on se pose, nous, c'est où est le contenu? C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des casques, hein, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et Oculus, enfin, j'ai vu que Facebook avait 400 personnes au sein de la société pour développer des contenus pour Oculus. Donc là, ils vont très 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 vite. Google aussi là, vient d'annoncer qu'ils avaient désigné une sorte de boss de la réalité virtuelle. Donc est-ce que 2016 sera l'année de la réalité virtuelle? Est-ce que ce sera le gros boom? On ne sait pas encore exactement, mais par contre, c'est sûr que ça va très 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 vite et les prochaines années, on ne pourra pas y couper. Pour ceux qui ont déjà testé des casques de réalité virtuelle, certains ne se sentent pas très bien. Donc il y a 15 à 20% des personnes, à cause de la latence, qui en fait ont des nausées. Et en fait, la promesse de ce casque qui s'appelle Lyon VR, c'est notamment de les réduire pour justement toucher un marché plus large. Ça, c'est les Français, une société qui s'appelle Omido. Donc, ils font notamment un casque qui coûte 70 € dans lequel vous intégrez juste votre téléphone. Moi, j'en ai un, ça marche très bien. Si vous voulez avoir une base un peu mieux qu'un cardboard en réalité virtuelle, c'est très intéressant. Et en fait, ils ont fait le casque le plus simple possible en réalité virtuelle. Donc, c'est juste des petites lunettes que vous mettez sur votre téléphone. C'est pas non plus une expérience incroyable par rapport à ce qu'on peut voir sur le reste, mais si vous offrez ça à votre maman, par exemple, je pense que ça lui fera très plaisir. Autre cas qui est plutôt là sur le shopping monté, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de gaming, on a aussi des choses qui sont autour du tourisme ou des choses comme ça, mais quid du shopping augmenté? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de développer par rapport à ça. La conduite augmentée, donc là aussi des lunettes qui peuvent être aussi bien utilisées pour de la voiture, ça peut être aussi utilisé pour tout ce qui est vélo. C'est comment est-ce qu'on enrichit sa réalité avec des données qui nous permettent de connaître la vitesse, qui nous permettent de connaître beaucoup d'informations sur la route. Et aussi des choses qui sont liées autour du sport. Donc là, on va se retrouver avec du ski, du vélo par exemple, j'en parlais. C'est comment est-ce qu'on arrive à renforcer l'expérience qu'on a autour du sport. Et bien sûr, le contenu. Donc là, on a vu plusieurs caméras 360. Ça, c'est un exemple qui est abordable. Enfin, elle est à moins de 1000 $. Donc ça reste quand même plutôt abordable par rapport à, par exemple, prendre 10 GoPro pour réussir à faire une vidéo 360. Et un exemple qui est plutôt français. Alors eux, ils avaient fait notamment une levée de fonds sur Kickstarter, si je me souviens bien. Et en fait, ils commencent juste à livrer. Donc c'était leur gros message du CES, c'est bon, on ship. Et c'est une caméra qui aussi a eu pas mal de retombées et qui en fait peut être utilisée même comme une ampoule. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre à l'intérieur de chez vous, alors vous pouvez la mettre sur un vélo, des choses comme ça. Autre exemple, donc là c'est la réalité virtuelle pour la partie live, donc aussi tout ce qui est événement, par exemple vous retransmettez un événement sur internet et comment est-ce que vous l'amplifiez encore. Ça existe déjà par exemple dans le sport, je pense par exemple au match de foot où en fait il y a des projections sur le terrain du score, des choses comme ça, ça c'est plutôt de la réalité augmentée et comment est-ce qu'on arrive en fait à être vraiment immergé par exemple sur le terrain en ayant un casque Oculus. Et dernière chose, c'est une fois qu'on a par exemple sur un Oculus Rift, on a son casque, on a ses petites manettes, mais la vraie question c'est comment est-ce qu'on fait pour encore avancer. Concrètement, là sur Oculus, il fallait faire des sortes de sauts en avant. On était projeté en fait grâce au jeu, mais là c'est une option qui peut être possible, c'est-à-dire que une fois qu'on a les mains et la tête prise, potentiellement utiliser ses pieds en fait pour l'utiliser comme une interface. Partie suivante, donc là on est plutôt sur tout ce qui est robots et drones. Donc se pose la question par rapport à tout ça d'abord de l'intelligence artificielle, parce qu'avoir un drone c'est sympathique, mais notamment un robot aussi, hein, mais comment est-ce qu'il arrive à faire des actions qui ne sont pas juste des choses que j'ai programmées, mais comment est-ce qu'il arrive aussi à prendre ses propres décisions. Il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du jeu, donc là c'est une sorte de réalité mixée, c'est-à-dire qu'on a un objet physique qui est un robot, on a de la réalité augmentée avec du jeu, et il y a beaucoup de... c'est quelque chose qui est intéressant parce que souvent on parle juste de parties virtuelles, soit de parties réelles, et là on est vraiment sur du mix. Un petit robot qui, lui, en fait, c'est intéressant parce que c'est un robot qui a pour but d'aider les enfants qui sont notamment autistes, trisomiques et polyhandicapés. Donc c'est comment est-ce que grâce à la technologie, on arrive à emmener des enfants qui sont un peu enfermés dans leur monde. Tout à l'heure, on en parlait, le petit robot Blue Frog Robotics. Donc on l'a vu, hein, il est tout petit, il est tout mignon. Là, c'est vraiment comment est-ce qu'on accueille et comment est-ce qu'on anime en fait la journée des enfants et des personnes âgées.
Un petit chien qui, quand vous lui envoyez une balle, alors là on est plutôt dans du gadget, hein, ceux qui se rappellent peut-être d'un robot qui a été fait par Sony il y a quelques années, ça existait déjà un peu, mais là ce qui change un peu c'est la partie intelligence artificielle, donc c'est vraiment le petit robot qui va chercher la balle. Des gens qu'on a rencontrés, alors eux c'est des Coréens concrètement, alors il y a des choses par exemple qui sont faites par Aldebaran Robotics, qui est une société française, hein, qui a fait notamment un robot qui s'appelle Pepper, et là c'est un peu un équivalent, donc il y a une sorte d'iPad géant sur un robot qui vient vous accueillir, et plutôt que de demander forcément à des vendeurs où est tel endroit ou des choses comme ça, où est tel produit, là c'est directement un robot qui vient vous répondre. Des choses aussi autour de la téléprésence. Alors, ceux qui se rappellent notamment de Second Life à l'époque, donc on avait des avatars, il y avait même des choses qui s'étaient faites en termes de réunions virtuelles. Donc, comment est-ce qu'on arrive en fait à aller un peu plus loin par rapport à ça, parce que les gens sont de plus en plus dans du télétravail, de plus en plus éloignés. Comment on travaille sur ce sujet ? Des choses un petit peu plus étranges. Donc là, c'est un robot qui projette tout ce qui se passe, en gros, qui projette Internet, qui projette vos écrans. Donc le robot est très sympathique et tout ça, mais on se demande un peu, est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément tout le temps un robot qui vient projeter sur nos murs ? C'est pas forcément très clair. Ça, c'est un drone qui est censé être le drone le plus sûr du monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une journaliste aux États-Unis qui a fait une interview par rapport au créateur de ce drone, qui a utilisé le drone et en fait, qu'il a laissé tomber, qu'il a cassé directement. Donc, il est sûr, mais en fait, pas tellement. Et un petit robot qui s'appelle Lily, alors certains en ont peut-être déjà entendu parler, c'est l'un des premiers drones autonomes. Concrètement, vous avez en fait un bracelet, vous êtes en train de faire du surf, et en fait le drone va vous suivre pendant toute la durée. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir si ça a fonctionné, hier ils ont annoncé qu'ils avaient fait 34 millions de dollars de précommande, ça fait à peu près 60 000 unités, donc ils n'ont même pas encore sorti le produit, que c'est déjà un gros succès. Bien sûr, des choses comme DJI, avec Parrot, c'est vraiment on va dire les plus puissants au niveau des drones. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant les drones filment en 4K. Donc, et d'ailleurs, ils ont même sorti une caméra qui était liée à ça. Parrot avec son drone Disco, qui a lancé la première aile volante. Ça vole à 80 km/h, c'est une autonomie qui est assez forte. Et aussi des mini-drones, donc là, des drones qui font la taille d'un doigt, des drones un peu plus gros, qui vont associer maintenant une mini-caméra. Et le dernier, lui, c'était un peu la star du salon, c'est le premier drone unipersonnel, donc qui peut transporter une personne. Ça devrait être vendu à partir de cette année entre 200 à 300 000 $, donc tout le monde ne peut pas se l'acheter. Il y a pas mal de questions autour de la sécurité et tout ça, mais ça montre quand même une nouvelle façon de se déplacer dans le futur.